Voilà, donc sans plus attendre, je vais céder la parole à Valérie Speth qui va représenter la présidence de l'Université Sorbonne Nouvelle qui nous accueille pour ce colloque. Merci beaucoup Marion, merci beaucoup. Donc j'ai l'honneur de représenter ici Daniel Moucharzet, notre président de la Sorbonne Nouvelle, qui s'excuse, il ne peut pas assister personnellement à cette manifestation. Donc je lis sa communication. Mesdames, Messieurs, chers collègues, en m'excusant de ne pouvoir être avec vous ce matin, je vous adresse au nom de toute la communauté de la Sorbonne Nouvelle mes félicitations et mes sincères remerciements pour l'organisation de ce colloque consacré aux 40 ans du français langue étrangère. Cet anniversaire n'est pas seulement celui d'un champ disciplinaire, il raconte une très belle histoire collective faite d'engagement pédagogique, de recherche, d'innovation et d'ouverture au monde. La Sorbonne Nouvelle s'est construite autour des langues, des cultures, des humanités et du dialogue entre les sociétés. Notre université porte depuis toujours une identité profondément internationale. Près de 25% de nos étudiantes et étudiants viennent de l'étranger. Le FLE est donc au cœur de cette réalité comme domaine d'enseignement, de recherche, de transmission, mais aussi comme vecteur d'accueil et d'inclusion, porteur des valeurs humanistes que nous avons en partage. Vous pouvez compter sur le soutien enthousiaste et toujours renouvelé de la Sorbonne Nouvelle au développement du FLE dans toutes ses dimensions nombreuses et stimulantes. Je tiens à remercier chaleureusement pour l'organisation de ce colloque Marion Tellier pour la SDIFL, l'Association de didactique du français langue étrangère, et nos collègues, en particulier Sandrine Vax et Emmanuel Guérin. Merci aux services de l'université mobilisés pour cet événement et tous les professeurs de français dans le monde qui font vivre notre langue. Je vous souhaite à tous et à tous d'excellents échanges et un très beau colloque. Je vous remercie. Donc, signé Daniel Moucharzet. Merci. Merci beaucoup Valérie. Maintenant, je vais passer la parole à Sandrine Vax et Ève-Marie Rollin-Levasseur pour la direction du département de FLE de l'Université Sorbonne Nouvelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes le duo Ève-Marie et moi-même à la direction de ce département. Et l'Université Sorbonne Nouvelle ainsi que le département de didactique du français langue étrangère sont vraiment très heureux d'accueillir ce très bel événement et d'autant plus dans la plus belle salle de l'université qui est certainement un des plus beaux campus universitaires de France, à préciser. Ce sont 40 ans de cursus universitaire en didactique du FLE et 40 ans de l'ASDIFL, donc une association qui nous est très chère et aux côtés de laquelle nous cheminons depuis toutes ces années. Nous sommes d'autant plus touchés et honorés d'accueillir ce colloque sur ce nouveau campus que l'ASDIFL a été fondée par un professeur de Paris 3, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait avant, Louis Porcher. Son action, vous la connaissez certainement, encore qu'elle a été très foisonnante. À partir de son expérience intellectuelle et de sa pratique d'enseignement à l'étranger, il a contribué à fonder la didactique du FLE. Il a fait partie des pionniers qui ont ouvert un champ de recherche et qui ont contribué à l'invention des cursus de formation. Vous êtes nombreux ici à avoir participé à cette aventure, à cheval entre la pédagogie, la formation et la recherche. Nous nous réjouissons d'avoir 2 jours pour échanger tous ensemble sur l'ancrage historique de la filière FLE, pour discuter des problématiques qui ont évolué depuis toutes ces années et pour réfléchir aux perspectives d'évolution de la formation à la didactique du FLE. Pour nous, ici au département, ces échanges résonneront d'autant plus fort que nous venons de mettre en place de nouvelles maquettes de formation et qu'il est déjà l'heure de penser aux nouvelles. Penser aux nouvelles maquettes, alors qu'on vient de passer 4 ans à faire les nouvelles maquettes, c'est dur. Je dirais même plus, nous dirions même plus, il faudrait penser dès aujourd'hui à quoi ressembleront nos cursus de formation en didactique du FLE en 2050, peut-être même en 2075. Et pour cela, il faut garder à l'esprit toutes les révolutions qui ont eu lieu depuis la création des masters de didactique du FLE. Alors, rétrospectivement, on ne peut que remarquer que sur le plan géopolitique et international, ces filières ont commencé à s'institutionnaliser juste avant l'effondrement du bloc de l'Est. Depuis, les soubresauts de l'histoire se sont multipliés dans l'ordre du monde et ont bouleversé l'ordre du monde. Personnellement, au moment où on a commencé à réfléchir à ce qu'on allait vous dire, je me suis aperçue que j'ai signé mon arrêté de nomination quelques jours avant le 11 septembre 2001, une date assez importante.
De quoi se souviendront les jeunes collègues qui entrent dans la profession depuis ces dernières années du Covid, puis différentes guerres, avec des modes opératoires toujours inédits qui viennent ébranler les équilibres internationaux. Et cela alors que nous avons à former des étudiants français ou étrangers, à enseigner le français à des étrangers, en France ou à l'international. D'accord, mais où et qui? Dans quel monde? Et pourquoi faire? Sur le plan technologique, autre sujet que nous voulions aborder avec Sandrine, eh bien, ces filières de didactique du FLE ont été créées au moment où les pédagogues novateurs, hein, les rénovateurs de l'enseignement, s'emparaient des nouvelles technologies de l'époque, l'audiovisuel, la télévision, les enregistrements, etc., pour rénover l'enseignement des langues. Depuis, une révolution technologique, Internet, et une rupture épistémologique, l'IA. Enfin, l'intelligence artificielle générative, eh bien, ça secoue, car oui, nous sommes bien en train de vivre une révolution épistémologique plus que technologique encore. Pourquoi et comment enseigner la didactique du FLE, c'est-à-dire enseigner comment apprendre le français à des étrangers, quand il suffit désormais d'un clic, ou quasiment, dans la main, pour traduire ce que nous entendons, lisons, voulons dire dans une langue étrangère. On pourrait presque dire quand l'IA apprend plus vite que nous et nous invite quelque peu à la paresse. Donc voilà, ce colloque arrive à point pour réfléchir tous ensemble, à partir du passé et du présent, à la façon dont nous pourrons former les étudiants des années à venir. Vaste défi, et nous vous souhaitons de très beaux échanges dans les conférences plénières, dans les sessions de travail, mais aussi dans les couloirs de l'université, lors des pauses café par exemple, ou encore au restaurant universitaire. C'est un bon moyen pour celles et ceux qui ont bravé les intempéries et qui viennent d'arriver parce qu'ils ne l'ont pas entendu tout à l'heure, à Nation de découvrir notre campus. Merci à tous et très bon colloque. Bienvenue. Merci beaucoup à vous deux. Je vais donner la parole maintenant à Emmanuel Guérin pour la direction du DILTEC. Alors, ça va être très rapide. Bonjour à tous, puisque vous savez que les membres enfin, vous le savez peut-être pas, mais les membres du DILTEC sont à peu de choses près exactement les mêmes que les membres du DFLE. Donc, tout a été dit. Merci les collègues. Tout a été superbement dit. Je vais juste me faire donc le porte-parole de la face recherche de ces équipes. Et je tiens avant toute chose, et d'ores et déjà, à remercier nos doctorantes, en l'occurrence, sans qui ce colloque n'existerait pas. Donc, nos doctorantes, c'est la force vive du laboratoire, c'est l'avenir de la recherche en didactique. Donc, voilà, plus qu'un long discours de la part du DILTEC, puisque j'aurais dit à peu près la même chose, évidemment pas aussi bien que les collègues, je voulais juste que les applaudissements, là, reviennent à nos doctorantes pour le colloque et pour l'avenir. Des doctorantes qui ne sont pas là pour entendre vos applaudissements parce qu'elles sont par Mons et par Vaux là pour l'accueil et le fléchage, donc, mais on leur transmettra. Bien, alors je vais prendre la parole à mon tour. Donc, je suis Marion Tellier, la présidente de l'ASDIFL. Et au nom du comité d'organisation de ce colloque, je vous souhaite déjà une excellente année 2026. Elle commence pour nous en fanfare avec ce colloque. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et on remercie beaucoup Sorbonne Nouvelle de nous avoir accueillis. L'idée de faire un colloque pour marquer les 40 ans des filières FLE, elle a germé dans une AG de l'ASDIFL, je pense que c'était en 2023, au moment où je suis devenue présidente. On avait discuté de cette date anniversaire. Alors, on verra qu'il y a eu un petit décalage dans le temps, mais voilà, l'idée, ça fait un petit moment qu'on la travaille et tout naturellement, on s'est tourné vers Sorbonne Nouvelle pour nous aider à organiser cet événement. Donc, j'ai présidé le comité d'organisation avec Catherine Mendonça-Diaz, que je remercie beaucoup, et on voudrait remercier tous les membres du comité d'organisation. Donc, voilà, vous avez les membres du comité d'organisation qui s'affichent, des membres de l'ASDIFL, tout le bureau de l'ASDIFL, des membres de la Sorbonne Nouvelle, et puis, comme l'a cité Emmanuel Guérin, une équipe de doctorantes très dynamique, emmenée par Yi Wang, que je voudrais vraiment remercier parce qu'elle a vraiment été sur tous les fronts depuis, surtout ces 3 derniers jours, on a eu un certain nombre de difficultés.
On remercie aussi le comité scientifique qui a expertisé les nombreuses propositions de communication que nous avons reçues pour ce colloque, qui montrent aussi l'intérêt que les collègues ont eu pour cet événement. Et puis les différents éditeurs, organismes qui ont sponsorisé aussi l'événement et que vous allez pouvoir retrouver à différents moments du colloque, notamment pendant les pauses. Vous avez des stands, vous êtes passé devant normalement. Donc n'hésitez pas à aller à leur rencontre, à discuter avec eux. Voilà, ce sont des acteurs essentiels dans la vie du français langue étrangère. Donc on est ravis qu'ils soient là aussi et on les remercie. Alors, non, c'est pas là que je voulais. Alors, en réalité, donc, ça fait un peu plus de 40 ans que les filières FLE ont été créées, puisqu'on date leur naissance à l'année 1983. Je ne vais pas en dire davantage, puisque les deux plénières de ce matin vont en parler beaucoup plus. On aurait dû faire ce colloque en 2023. Mais voilà, organiser un grand colloque comme ça, plus des contraintes de calendrier, ça a fait qu'on a repoussé un petit peu l'événement. Donc, c'est 40 ans et des poussières qu'on célèbre aujourd'hui. Mais si vous êtes là, en tout cas, c'est que ces filières de didactique du FLE, elles font partie de votre vie. Vous avez peut-être été étudiant dans le parcours de licence, en maîtrise, en DESS, en DEA, peut-être en master plus récemment. Vous enseignez peut-être ou avez enseigné dans ces cursus. Donc voilà, ça fait partie de nous. C'est notre histoire commune de la didactique du FLE qui s'écrit en fait dans ces filières universitaires depuis 40 ans. Même si évidemment la didactique du FLE n'a pas commencé il y a 40 ans, mais voilà, l'histoire commune, je pense qu'elle se matérialise encore plus dans ces filières. Aujourd'hui, le répertoire des masters FLE, qui est réalisé par France Éducation Internationale en partenariat avec l'ASDIFL et le BUFL, le Bureau des filières FLE, ce répertoire qu'on peut trouver en ligne et qui est mis chaque année à jour, recense une 50aine de mentions FLE sur le territoire français, avec de très nombreux parcours de spécialité. Donc ça montre la vitalité des formations que l'on propose et puis l'intérêt constant des étudiants pour ces cursus. Alors nous aurons l'occasion de le constater dans ces 2 jours de colloque. Les formations, les contenus notamment des formations qu'on propose ont su évoluer au cours des 40 dernières années. Elles ont su s'adapter aux nouveaux enjeux sociétaux, aux différents besoins des apprenants, au développement de nouveaux outils didactiques et pédagogiques, et tout cela toujours en s'appuyant sur la recherche en didactique du FLE. Et cette recherche, elle est restée aussi très dynamique et très diverse, elle ne fait que croître, je trouve. Quand on regarde le nombre de revues qui se sont multipliées ces dernières années, le nombre d'événements scientifiques qui ont lieu, on voit que notre champ est très dynamique. Donc, malgré ces évolutions, ou peut-être à cause d'elles, grâce à elles, l'esprit de la didactique du FLE demeure intact. Le sens du partage, la rencontre avec l'autre, la créativité et bien sûr l'amour de la langue française. 2026, ça ne marque pas seulement les 40 ans et les poussières des filières FLE, c'est aussi, et là c'est la vraie date, la date de l'anniversaire de la création de l'ASDIFL, puisqu'on va fêter les 40 ans de notre association. Donc, elle a été fondée en 1986 à l'initiative de Louis Porcher et elle a su accompagner les didacticiens du FLE dans le temps et aussi les acteurs de terrain, avec l'idée de rassembler en France et hors de France tous ceux qui œuvrent dans le champ du FLE. Donc, notre association se définit comme un lieu privilégié de rencontre entre les différents partenaires qui sont liés au FLE. C'est pourquoi cet après-midi, nous aurons un événement ASDIFL qui est bien mystérieux dans le programme parce qu'on n'a rien détaillé. C'est pour cultiver un petit peu le mystère. Donc évidemment, vous êtes tous conviés à cet événement, même si vous n'êtes pas encore membre de l'ASDIFL. Mais bien sûr, c'est un événement qui est ouvert à tous. Donc soyez là cet après-midi. N'allez pas vous balader dehors. De toute façon, il va pleuvoir. Donc soyez là parce qu'on va vous raconter l'histoire de l'ASDIFL. Il va y avoir vraiment des témoignages très riches. J'ai vu, moi, le programme en détail et ça va être assez passionnant pour retracer l'histoire de l'association et du FLE, bien sûr, puisque les deux sont liés. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici pour cette première plénière du colloque avec Valérie Spaet et Daniel Coste.
Dans un instant, nous allons avoir le plaisir d'écouter Monsieur Coste sur ordonner le champ du français langue étrangère en France, Louis Porcher et le rapport Aubat. Avant ça, je voudrais vous présenter rapidement Monsieur Coste, même si je me doute bien qu'ici, on est tous et toutes familiers de vos travaux. Vous étiez professeur des sciences du langage et de didactique des langues à l'ENS de Saint-Cloud, puis à Lyon. Et vos travaux s'inscrivent en didactique des langues et cultures, en histoire de l'enseignement des langues, en politique linguistique et en éducation plurilingue et interculturelle. J'ai l'honneur de vous passer la parole pour 30 minutes et je précise que les questions seront mutualisées à la fin des 2 présentations. On aura environ 15 minutes. Merci. Ah oui, voilà, on passe dans le vert après. Donc bonjour à toutes et à tous. Émotion certaine de ma part, pour un certain nombre de raisons que je ne vais pas expliciter ici, mais qui sont multiples. Je remercie évidemment les organisatrices et surtout les organisatrices d'ailleurs, et en particulier Marion Tellier, de m'avoir invité à ouvrir avec Valérie cette première session. Je crois qu'on est dans une situation là, qui est assez particulière et je me sens un petit peu comme le dernier des Mohicans. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Fenimore Cooper, etc., au début du 19e siècle, mais il y a un certain nombre de disparitions qui ont marqué le domaine assez récemment et qui font que nous sommes quelques survivants, je crois, d'une certaine époque. Donc on peut le souligner et puis avoir une pensée pour un certain nombre de personnes. Je crois que l'élément nouveau par rapport à ce que pourrait être une conférence du type grand-père, raconte-nous la guerre de 14, l'élément nouveau, c'est justement, je crois, la découverte ou la redécouverte du rapport Aubat, grâce à quelqu'un qui est dans cette salle et dont on verra le visage tout à l'heure à l'écran aussi. Et je crois que c'est cet élément nouveau sur lequel, bien évidemment, je vais essayer de porter l'essentiel de ma contribution, avec peut-être un commentaire rapide sur le titre, ordonner le champ du français langue étrangère en France. Je crois qu'il faut prendre ordonner au double sens. C'est-à-dire que s'il s'agit de mettre de l'ordre, et je crois que le travail qu'a fait Louis Porcher est fait mais en même temps ordonner au sens fort du terme, c'est-à-dire d'une certaine manière faire que ce soit. Il y a une espèce de fiat français en langue étrangère dans le travail de Louis Porcher, et je pense que cette dimension démiurge à bien des égards, elle est tout à fait importante. Alors, dans ce que je vais présenter, il y a un certain nombre de points que je voudrais souligner d'entrée de jeu. C'est qu'il s'agit évidemment d'une lecture très, très personnelle. D'autres auraient procédé différemment. Personnelle parce que j'ai été partie prenante d'une partie de cette histoire, travaillé souvent à l'occasion avec Louis Porcher. Et puis parce que je m'engage dans un parcours qui est simplement chronologique, je dirais presque bêtement chronologique, à savoir que je vais parcourir une dizaine d'années, ou plutôt un petit peu plus dans le détail, mais enfin quelque chose qui s'étend dans une durée relativement courte. Et puis la centration que je vais faire sur le rapport Aubat, elle est évidemment centrale, mais en même temps, je crois qu'il faut déborder d'une part et d'autre. Le point que je voudrais pointer aussi, c'est que on peut essayer de dramatiser un petit peu la chose. Et c'est ce que je voudrais faire. En essayant de situer tout ce que je vais dire par rapport à 3 dates qui sont à la marge et au centre. Bon, bien sûr, un 82, rapport Aubat, mais je pointerai avant 73
crise financière, 81, arrivée au pouvoir du Parti socialiste et de François Mitterrand, et puis 89, ouverture à l'Europe de l'Ouest suite à la chute du mur de Berlin. Je crois que ce sont des dates qui sont importantes à penser pour cadrer un petit peu le panorama. Et tout ce que je vais évoquer se déroule en fait dans une période très courte, hein, entre 73, disons, et puis 81, 8 ans. Et ensuite, entre 81 et 89, 8 ans de nouveau. C'est comme si on était sur une période entre 2010 et aujourd'hui, donc une période très brève, hein, une quinzaine, une 16aine d'années, pendant lesquelles il s'est passé un nombre considérable de choses. Et c'est ce que je vais essayer de pointer maintenant. Deux citations pour commencer. Une que je vais résumer très rapidement, qui est une citation de moi, soulignant que pendant toute cette période, d'une certaine manière, il y a une espèce de va-et-vient entre FLE et didactique des langues. Et je crois que c'est une constante qu'on connaît un petit peu encore aujourd'hui, mais qui a profondément marqué la durée que j'évoque, à savoir cette, non pas cette confusion, mais cette hésitation, cette fluctuation entre un accent mis sur la didactique des langues et un accent mis strictement sur le FLE. L'autre citation, c'est pour donner le ton, je pense, de beaucoup d'interventions de Louis Porcher. Hein, les professionnels du français langue étrangère se définissent eux-mêmes, me font un peu froid dans le dos, les oratores, etc., je vous laisse suivre. Hein, c'est un certain ton polémique à l'égard notamment des professionnels du FLE, dont Louis ne s'est jamais considéré comme partie prenante, mais toujours comme étant une sorte d'observateur, parfois de juge, en tout cas d'analyste, hein, et de façonnier, je dirais, à certains égards. Donc ces deux citations très différentes en entrée de jeu. Rappel rapide pour Louis Porcher. Alors j'ai longtemps hésité entre Louis et Porcher tout court. Louis, c'était presque trop intime, hein, même si nos relations ont été à la fois complexes mais riches dans la durée. Hein. Mais je pense qu'il faut parler simplement de Porcher, je crois, en tant qu'acteur du domaine. Donc, je crois qu'on peut rapidement passer sur cette dia. Sinon, à noter en effet qu'il a tout un parcours antérieur à l'ENS, avant d'être directeur du Crédif entre 1974 et 1977, pendant 3 ans. Hein. Il reste à l'ENS ensuite, où il continue avec d'autres activités, avec sa dimension de sociologue, sa dimension d'homme des médias. Hein, il crée beaucoup de choses à l'ENS après son départ du Crédif, mais il reste à l'ENS jusqu'en 1983, au moment où il va passer à Paris 3, hein, passer à Paris 3 l'année même où les filières FLE se mettent en marche. Donc il y a une espèce de coïncidence à ce moment-là. Je rappelle qu'il est prof à 34 ans, au moment où il arrive au Crédif. Et j'avais personnellement beaucoup insisté pour qu'il devienne directeur du Crédif à ce moment-là, hein, après avoir assuré moi-même une année d'intérim. Alors il arrive au Crédif dans une période qui est assez intéressante parce qu'en 1976, et je vais dire 2 mots sur cette période, il y a un certain nombre de confluences qui se font. Hein, en particulier des points d'aboutissement, hein, comme le fait qu'un certain dictionnaire de didactique des langues, qui, premier paradoxe, a été essentiellement conçu par des gens du FLE, et pour répondre à une demande qui concernait le FLE, hein, celle de André Reboulet, qui avait dit « Faites-moi un dictionnaire pour les professeurs de français langue étrangère ». Ça a demandé 6 ans, et c'est devenu en dernière minute dictionnaire de didactique des langues. Donc, premier paradoxe à bien des égards, la didactique n'était pas née en 1976, hein, je crois qu'il y a d'autres rappels à faire, mais passons. Et en même temps, cette même année, il y a la publication d'un outil du Conseil de l'Europe, un niveau seuil, qui est, lui, une sorte de démarrage, hein, dans la mesure où Louis Porcher va tout de suite dire, bon ben, il faut y aller, hein, on accepte de préparer ce niveau seuil pour le français, après le modèle qui avait été fait pour l'anglais,
Et non seulement on accepte, mais on rentre dans le jeu. C'est-à-dire que très très tôt, Louis a été membre du groupe d'experts au Conseil de l'Europe, qui ont contribué à la suite des opérations. Alors cette année, elle est particulière pour Louis Porcher aussi et pour le Crédif, parce que c'est en même temps donc l'entrée de la dimension français fonctionnelle, très directement liée à ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la crise pétrolière. C'est-à-dire que du côté des affaires étrangères en 1976, on dit basta pour l'enseignement du FLE à tout le monde et tout le début. Il faut qu'on parte maintenant dans une direction de type français fonctionnel, qu'on soit réaliste. Donc on réduit la voilure, y compris la voilure financière. Donc il y a un message qui est très fort du côté d'un commoditaire à bien des égards, du côté du français langue étrangère, à savoir le ministère. Et il y a des réponses qui se mettent en place. Du côté de Louis, ça consiste à dire « Ok, français fonctionnel, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire enseignement fonctionnel du français. » Et puis avec le fameux Monsieur Thibault et le Beck-Bunsen, qui a fait l'historique des lieux de mémoire du domaine. Et en même temps, il y a mise en place de tout ce qui concerne la relation à la migration, qui était extrêmement importante pour Porcher, et tout ce travail qui est fait en liaison cette fois, non pas avec les affaires étrangères, mais avec l'éducation nationale. Ces années au Crédif, Louis porte un regard, Porcher porte un regard rétrospectif un peu plus tard, en 84, je reviendrai sur cette date, et ça nous intéresse de connaître ce regard rétrospectif parce qu'en fait, c'est très nettement ce qui va être l'orientation aussi pour lui des contenus fondamentaux des filières. À savoir, il dit du côté du Crédif, on était un petit peu coincé dans le domaine linguistique. On avait un petit peu oublié d'autres choses, l'ethnologie, l'histoire, l'anthropologie culturelle, surtout l'anthropologie culturelle, les sciences de l'éducation. Il aurait pu ajouter les sciences de la communication. Je crois qu'il y avait des oublis et qu'il fallait absolument réparer. Et les filières sont des lieux où ces oublis vont être réparés. Au passage, je souligne que cette mention de l'histoire, elle apparaît en fait à ce moment-là, mais elle n'apparaît pas dans le rapport. Le rapport est antérieur à ce regard de Louis, mais dans le rapport au bas, il n'est pas question de l'histoire en tant que telle. Et l'histoire, elle intervient en fait à un moment particulier. Donc le rapport est élaboré entre février et juin 82, à marche forcée, 19 réunions du groupe de travail pour remettre un rapport. Donc vous voyez dans la partie gauche l'allure tel qu'il a été retrouvé. C'est pas exactement sexy. C'est quelque chose qui est un document de travail avec un peu de rapiessage ici ou là. Bon, c'est ça. Mais il y a eu également en 82, en novembre, donc une fois que le rapport avait été remis, un colloque à l'ENS, auquel Louis a participé, auquel Porcher a participé, et qui a donné lieu à la publication des actes en 84. Et c'est à ce moment-là que Porcher produit un article qui est important aussi, qui s'appelle « Didactique historique », où il dit « La didactique du français langue étrangère a besoin scientifiquement de construire sa propre histoire. Il importe pour ça qu'elle conduise les recherches nécessaires en ce domaine et qu'elle intègre cette nouvelle dimension aux formations qu'elle dispense. » Mais ça date de 84, une fois que le colloque de 82, ou la table ronde de 82, a eu lieu. Bon, ceci pour essayer de situer en quelque sorte la remise du rapport au bas dans son historique. Bon, j'ai préparé des notes manuscrites et en fait, je n'en tiens pas compte, vous m'excuserez, donc je vais oublier des choses en route. Alors, ce fameux rapport au bas, son sommaire, vous l'avez dans la partie gauche, c'est les listes des membres qui apparaissent à la fin du rapport dans la partie droite. Alors, la liste des membres, elle pourrait rendre perplexe, on pourrait l'interroger. Bon, il y a des figures imposées. La direction du Crédif, la direction du Belk, Louise Daben en tant que prof à Grenoble, où ont été créés des centres de didactique du français et des centres de didactique des langues en 1974, déjà. Donc, et des gens comme... Oh là là, bon, d'accord. Des gens qu'on connaît moins. Alors,
La plupart sont disparus. Tout récemment, Jacques Cortès. Et je tiens à avoir une pensée pour lui, parce que c'est quelqu'un qui a été un acteur important du domaine. Je souligne qu'il a été le plus longtemps à la direction du Crédif. Il a été auprès de Louis Porcher et ensuite en solo pendant 13 ans à la direction du Crédif. Je crois qu'il a battu le record. Et il vient de disparaître il y a quelques semaines ici. Et Jacques Cortès m'avait dit, quand je lui ai parlé du rapport au bar, il m'avait dit dans un premier temps, alors ça c'est confidentiel, hein, personne ne le répétera, il m'avait dit dans un premier temps, ouais, je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai jamais vu. Et puis dans un deuxième temps, il m'a dit, mais bien sûr que je l'avais. Donc il y a eu des fluctuations dans les... Et bon, je ne sais pas ce qu'il en est advenu. J'ai cherché les traces de Jean-Raymond Lannaux et de Pierre Xens. Les moteurs de recherche me disent que inconnu au bataillon, on ne sait pas ou pas. Alors, voilà la responsable de notre colloque à certains égards, pour ce qui est en tout cas cette partie, Soline Glada, qui doit être quelque part dans cette salle, qui a donné son accord pour que cette photo figure. Elle est sur LinkedIn. Alors, ce rapport, il n'a jamais été rendu public, c'est ce que souligne lui-même. On ne connaît pas la lettre de commande, et ça c'est quand même fondamental. Un rapport, ça répond à une lettre de commande. Ben, on ne l'a pas. Et puis, on ne sait pas quelle est la version définitive, avec les annexes, qui devraient comporter la lettre de commande, bien sûr, et qui devraient commenter aussi la liste des personnes qui ont été consultées. On ne l'a pas non plus. On sait qu'il y en a un certain nombre. Dans le rapport, on indique que des personnes comme des responsables des centres de langue, en particulier quelqu'un qui s'appelle Chantal Forestal, et sur le nom duquel je reviendrai tout à l'heure, ont été consultés, mais on n'en sait pas plus sur les autres personnes consultées qui étaient nécessairement nombreuses. Alors, je crois que je passerai rapidement sur cette diapo parce que l'aspect marche forcée, l'aspect extrêmement rapide du phénomène à ce moment-là, il est évident. Mai 81, François Mitterrand arrive aux commandes, Pierre Mauroy, etc., etc. Tout ça, vous l'avez dans le programme du colloque, donc je n'y insiste pas. Mais on voit à quel point, entre février 82 et mai 83, c'est l'accélération permanente. Un moment où on a déjà une trentaine d'universités en mai 83 qui sont lancées. Alors, l'aspect, disons, un petit peu pari de mon intervention, hein, je crois que je fais un certain nombre d'hypothèses, c'est qu'il y a sans doute des décalages. C'est-à-dire qu'à mon avis, la lettre de commande ne comportait pas du tout ce qu'a été le rapport. J'y reviendrai sur un deuxième point tout à l'heure. Donc il y a un décalage en amont, me semble-t-il, entre la demande et la réponse. Je crois que la demande ne comportait en aucune manière une demande de création de filière universitaire. À vérifier, hein, mais bon, on n'a pas les éléments. Et puis un décalage en aval, qui lui est très important et qu'on connaît, dire que le rapport, vous l'avez vu dans les présentations, prévoyait une licence française langue étrangère, donc 3 ans, et la maîtrise intervenait en 4e année. Et dans le programme qui était prévu par la commission, 3 ans c'était du dur, et la 4e année c'était du renforcement. Donc l'essentiel avait été fait dans les années de licence. Licence, il n'y en a plus au moment de la sortie. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'organise avec les mentions pour que, au niveau d'une seule année de maîtrise, les choses soient en quelque sorte redistribuées, d'autant plus qu'on n'a pas toujours l'autorisation, on n'a pas besoin toujours d'une mention FLE pour entrer en maîtrise. Donc il y a des problèmes à ce moment-là. Alors l'autre gros trou, si on peut dire, c'est le fait qu'une demande qui était fortement explicitée dans le rapport, la création d'une délégation nationale pour les enseignants de français langue étrangère, elle est aussi squeezée, si on peut dire. Elle n'existe pas du tout dans les faits. J'y reviendrai dans la diapo suivante. Ça, je peux passer vite. Hein. Je crois que les maquettes du DELF et du DALF, on les connaît. Et puis les contenus du projet de licence, on le connaît aussi avec le fait que l'année de maîtrise n'est qu'un renforcement. Je suis revenu en arrière, là, non ?
Alors, dans le rapport, hein, je crois que je vais passer rapidement sur la partie gauche, mais qui est importante à mon avis. C'est le fait que tout est intégré. Hein. Tout est ouvert d'un certain point de vue et en même temps tout est intégré. Le cursus de FLE qui mène vers les diplômes et la maîtrise. Tout ça, ça va ensemble. Hein. La maîtrise a besoin du FLE pour avoir en quelque sorte des terrains d'appui et le cursus FLE peut déboucher sur la maîtrise pour un certain nombre de personnes. Donc tout ça, ça se tient. Hein. Et de même que se tient aussi la filière longue, hein, l'année de maîtrise, et la possibilité d'avoir des formations intensives courtes qui soient validées au niveau de la maîtrise. Bon. Alors, je m'étends un peu plus sur la partie droite, avec un deuxième pari de mon côté, qui est que, d'une certaine manière, la demande, la lettre de commande, était due à la situation des centres de FLE. Hein, les centres de FLE étaient diversifiés. Le statut des personnels était à volo dans bien des cas, hein, des vacataires à titre principal, etc. etc. Et j'ai comme la vague impression, mais qui est facilement confirmable, que ça bougeait pas mal. Bon, ce n'était pas les tracteurs des paysans, mais il y avait quand même quelque chose qui remuait. Et je suis personnellement convaincu que la demande, la lettre de demande répondait en partie à cet état des faits. Ça bouge beaucoup. Il faut qu'on demande un rapport pour faire le point sur ce qui se passe actuellement dans le domaine de l'enseignement du FLE. C'est un pari à vérifier. Hein, ben bon, il ne manquera pas de personnes qui chercheront de plus près comment ça se passe. Il me reste combien de temps? 5 minutes. Ben, je sais pas. On saute en 86 maintenant, avec le numéro fondamental, là aussi, des études de linguistique appliquée, hein, qui porte sur quelle priorité pour le français langue étrangère. Alors il est important parce que Louis va, en quelque sorte, ouvrir très partiellement le coffre à secret en donnant une partie des données, à savoir les cursus FLE et les cursus formation. Ça va figurer dans ce numéro des études de linguistique appliquée. Et il insistera aussi sur l'importance des NATEF FLE. Hein, il en rappelle le besoin. Mais c'est un numéro important aussi parce qu'il y a une espèce d'insistance. Hein. Bon, il y a un pari qui est facile à faire, c'est de dire que le titre, dans son ambivalence, c'est un titre de Louis Porcher. Ce n'est pas Robert Galisson qui a choisi ce titre, c'est Louis, avec l'idée que le FLE est une priorité et il y a besoin de priorité pour le FLE. On joue sur les parenthèses. Et en même temps, il y a une espèce de brochette de contributeurs. Hein. On avait déjà une petite brochette, mais c'était plutôt la bande des 4 au niveau du Conseil de l'Europe. Au niveau du Conseil de l'Europe, dans le groupe de projet, il y avait Louis Porcher, il y avait René Richterich, il y avait Henri Olek, dont on regrette l'absence aujourd'hui, et il y avait moi. Donc il y avait une bande des 4 francophones face aux anglophones dans le groupe de projet. Mais là, on a une brochette tout à fait étendue et intéressante, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui prennent leur distance, hein, notamment Henri Besse, qui est peut-être ici, d'ailleurs quelque part dans cette salle, je ne sais pas, et également Michel Daben, en disant en gros, calmos, n'allons pas trop vite. Hein, ça va un petit peu trop vite en ce moment. Et puis il y a surtout quelque chose qui est quand même très fondamental, c'est le fait qu'il y a une divergence totale entre la contribution de Robert Galisson et celle de Louis Porcher. Hein, Louis Porcher dit, bon, bah, priorité FLE, etc., et on rappelle ce qui a existé auparavant, et Robert Galisson éloge de la didactologie des langues et des cultures. Alors, je pense qu'ils s'entendaient bien et qu'ils travaillaient bien ensemble, mais en tout cas, dans ce numéro spécial, il est clair qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors, je passe là parce que je crois que c'est des rappels. Hein, Louis signale que ce développement institutionnel est une des priorités majeures en didactique du FLE. Il rend partie publique
le rapport. Alors, il est clair pour moi qu'à ce moment-là, notre discipline est devenue juridiquement une discipline à part entière. C'est une des premières fois où il parle vraiment de discipline. Dans le rapport, ce qui est frappant, c'est qu'il n'est pas question de discipline en tant que telle à propos du FLE. On dit que ça doit être un ensemble d'activités qui soit banalisable, qui ne soit pas dérogatoire, mais on ne dit pas qu'il s'agit d'une discipline dans le rapport. Là, on y va quand même très, très fortement. Et alors, c'est un autre pari pour moi, c'est qu'en 86, il y a l'idée qu'on doit créer une association rassembleuse qui sera la DAFLE, et que d'une certaine façon, cette assemblée rassembleuse, elle tient lieu de ce que n'a pas été la DNATFLE. La DNATFLE, c'était un projet d'avoir une espèce d'instance nationale qui aurait un petit peu coordonné les activités. Et Louis l'avait pensé dans une perspective extrêmement précise. Dans le rapport, il y a presque le nombre de chaises qu'il faudrait mettre dans les bureaux. C'est vraiment, on dit combien il devrait y avoir de personnes, combien on renouvellerait. Enfin, il y a une espèce de délire prospectif qui fait que, à ce moment-là, Louis pensait que ça pourrait se faire. Bon. Je vais terminer rapidement maintenant, parce que sinon je vais me faire fusiller par... oui, bon, d'accord. Ça peut aller vite, là, parce qu'en fait, c'est aller vite aussi, là. 86, il n'y a pas simplement la création de la SDIFL, mais il y a aussi la CIFLES, l'ADFLM, didactique du français langue maternelle. Il y a 2 publications de Louis. Il y a un colloque organisé en 87 par le CREDIF qui de nouveau rétablit l'ambiguïté, ou l'alternance. Le CREDIF, centre de FLE, et qui organise un colloque didactique des langues au pluriel, une didactique pour des langues, ou bien des didactiques pour des langues séparées. Et puis la CEDLE en 89 dans la foulée. Alors, tout ça, ça embraye. Je rappelais tout à l'heure 89, c'est aussi le mur. Et on arrive très très vite, en fait, avec l'ouverture vers les pays d'Europe centrale, à des choses qui vont dériver vers les questions de plurilinguisme, vers le symposium du Conseil de l'Europe en 91. Bon, tout ça bascule à ce moment-là, je crois, dans un autre moment. Ça accélère, ça diversifie et ça ouvre de nouveaux horizons. Les 2 volumes de 86-87, enfin 87 surtout, avec des titres intéressants, chant de signes au pluriel, chant au pluriel, état de la diffusion du français, état au pluriel également. Alors, j'en termine vraiment. Chronique d'une mort annoncée. Je crois qu'il y a un passage dans le texte de Louis de 87 qui est tout à fait spectaculaire, qui consiste à dire que, bien sûr, les filières et la constitution du domaine du FLE en domaine universitaire, ça n'est pas le tout. Et qu'il y a encore, bien sûr, ce que font les centres. Mais il y a une dynamique qui va s'instaurer, qui fait que la légitimité dans le champ, elle va aller... Il ne le dit pas ici, mais il le pense inéluctablement, cette dynamique va aller du côté des formations universitaires. Et que d'une certaine manière, c'est la mort annoncée du BELC et c'est la mort annoncée du CREDIF. Le CREDIF, ça s'est fait 10 ans plus tard, en 96, oui. Le BELC n'est pas mort, Dieu merci, mais bon, c'est pas tout à fait le BELC qui était. Alors, là, pour le coup, moi, je me suis senti un petit peu comme Fabrice Dongo à la bataille de Waterloo. Je me le dis rétrospectivement, parce que, de toute évidence, là, à ce moment-là, moi, j'ai rien compris. Je n'ai pas compris que c'était joué d'une certaine manière. Que c'était joué depuis 73, parce que dès l'instant qu'on passait du côté du fonctionnel, il y avait des conséquences lourdes, y compris pour un certain nombre de centres. Mais alors là, ça se confirmait encore plus. Alors, au bout du compte, je dis au bout du règlement de compte parce que là, il faut le lire véritablement. Les 3 actions dont Louis Porchet est le plus fier, la construction de l'interculturel,
contre tout le monde, alors qu'aujourd'hui le mot est mis à toutes les sauces. L'élaboration des filières universitaires de FLE, dont beaucoup de professeurs et de maîtres de conférences aujourd'hui d'université me sont aujourd'hui redevables, ou nous sommes redevables, et puis la création du DESS de français langue étrangère, inventé de toutes pièces, contre son intuition et tous ses collègues, ou presque, qui ne savaient pas, etc. Donc ça distribue ferme dans tous les sens les coups de patte, mais bon, c'était Louis. Hein. J'ai encore 2 minutes? Non. Oui? Ok. Bon, alors là, les remarques, je pense qu'on pourrait les aligner. Sur la présentation elle-même, bon, ben, c'était du factuel. Il n'y a pas d'épistémologie dans ce que j'ai raconté. Désolé, mais ça ne manque pas de personnes ici présentes ou d'activités, de centres qui pourront s'en occuper. Hein. Cela dit, il y en avait beaucoup dans le numéro des études de linguistique appliquée mentionnées. Hein, je crois que, et dans bien des citations de Louis. Sur le rapport au bas, bah, je pense qu'il faut relancer la traque. Hein. Il faut essayer de trouver, de boucher les trous, quoi. Il doit y avoir moyen quelque part, dans des archives quelque part, de trouver la chose. Et à propos des filières aujourd'hui, bon, c'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Il y a une extrême diversification, ça c'est clair. Il y a une visibilité croissante. Hein. Ce que je me demande, c'est où en est le champ du FLE aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le champ du FLE aujourd'hui? Quelles sont ses limites? Et où est-ce qu'on est? Pour Porcher, c'était à l'évidence l'université, mais aussi tout le reste. C'était les centres de langue. C'était évidemment les diplômes, etc. Hein. Où est-ce qu'on en est? Et où est-ce que sont l'anthropologie culturelle, les sciences de l'éducation, les sciences de la communication, dans ce qui est proposé dans les filières actuelles, hein, la quarantaine ou la cinquantaine? Alors, il y a d'une certaine façon une forme d'héritage, mais un peu particulier. C'est France Éducation Internationale. France Éducation Internationale qui affiche les filières. France Éducation Internationale qui, en quelque sorte, contrôle aujourd'hui le marché des certifications. Il y a eu un moment où les certifications, c'était quelque chose avec le DELF et le DALF, qui était censé coûter un petit peu d'argent. C'est devenu ensuite des certifications qui sont censées rapporter de l'argent. Ce n'est pas tout à fait la même dynamique. Donc, tant au niveau, en quelque sorte, de l'affichage des filières que de ce qui est des certifications, l'héritier principal aujourd'hui, c'est FEI. Je ne sais pas ce qu'en penserait Louis Porcher aujourd'hui. J'ai ma petite idée là-dessus, mais je m'abstiendrai de la commenter. Je vous remercie. Je n'ai pas tout à fait terminé quand même, parce qu'il faut que je... Oui, etc. Bonne année à toutes et à tous. Merci pour votre attention. Et puis, bon anniversaire à la SDIF. Merci pour m'avoir invité. Merci beaucoup, Monsieur Coste. Je vais désormais vous présenter Valérie Spaet, qui est professeure en didactique des langues et des cultures à la Sorbonne Nouvelle, ainsi que membre du DILTEC. Elle aborde la didactique du français langue étrangère et seconde d'un point de vue politique et idéologique, et elle s'intéresse plus particulièrement aux questions qui lient histoire, historicité et mémoire, notamment entre la colonisation et la décolonisation. Elle est actuellement directrice de l'UFR-LLD. Elle est également ma directrice de thèse et nous travaillons ensemble et avec un groupe de chercheurs du DILTEC dans le groupe de recherche CLIODIFL qu'elle a créé en 2019. CLIODIFL est un projet qui vise à numériser et mettre en ligne le fonds d'archives de l'école de préparation des professeurs de français à l'étranger qui formait les enseignants français et étrangers à l'enseignement du FLE. Ces sources premières inédites contribuent au renouvellement de l'histoire de la didactique du FLE.
L'histoire dont le département de didactique du FLE de la Sorbonne Nouvelle est l'héritier, né en 1920 au cœur du quartier latin, au 46 rue Saint-Jacques, sous le titre d'École de préparation des professeurs de français à l'étranger, EPPFE. Après avoir créé la première formation de professeurs de français à l'Alliance française dès 1894, son fondateur, le linguiste, philologue et doyen de la faculté de lettres Ferdinand Bruno, entend institutionnaliser l'enseignement du français langue étrangère. Il fonde alors le PPFE au sein de l'Université de la Sorbonne. La formation a pour ambition d'être d'une part professionnalisante, en dispensant des cours axés sur des compétences concrètes, d'autre part d'être une formation académique prestigieuse, formée par une équipe enseignante essentiellement composée de normaliens. Depuis 125 ans, cette institution a plusieurs visages, a formé sans interruption des milliers d'enseignants de FLE. Aujourd'hui, Valérie nous propose de revenir sur les 40 premières années de cette école. Au-delà de l'institution, son intervention retrace aussi l'histoire des femmes et des hommes qui ont fait le PPFE, ainsi que le réseau qu'ils ont contribué à constituer. Merci beaucoup. Merci Sarah pour cette présentation et merci beaucoup Daniel pour avoir si bien introduit toute cette séquence d'histoire finalement. Et moi, je vais aller un peu plus loin, je vais revenir beaucoup plus loin même, puisqu'on va repartir au début du XXe siècle, avec tout le travail qu'on a fait avec notre équipe Cliodifle, que je voudrais remercier ici. Nous avons donc pu, grâce à un travail acharné de collection des archives, de dépouillement des archives, de numérisation des archives. Vous avez donc toutes les archives que vous allez voir sont visibles sur notre bibliothèque numérique Cliodifle. Et donc c'est la première fois qu'on présente vraiment, qu'on les présente de cette manière-là. On avait fait un colloque en 2022. Et vous allez voir, en fait, ce que je voudrais montrer ici, c'est que l'importance de cette école. Pourquoi ? Parce que ici, en fait, on a non pas les débuts, parce que les débuts, c'est très difficile à montrer, mais c'est un petit peu de montrer ici comment la temporalité que nous avons instaurée dans l'histoire de notre formation, elle peut être déstabilisée par la matérialité des archives, parce que quand les archives s'imposent à nous, elles sont matérielles, il y a une force de la vie dans les archives qui tout à coup vient dire quelque chose d'autre, qu'on n'avait pas prévu. Et oui, qu'on n'avait pas prévu. Et en fait, c'est ça qu'on essaye de montrer. Ce que je voudrais vous montrer ici, c'est comment cette institution qui existe depuis 1920, que nous avons quittée en 2022 au 46 rue Saint-Jacques, quelque part, il ne s'agit pas d'héritage pour moi, il s'agit plutôt d'empilement. Je voudrais reprendre la notion d'empilement, qui est en fait une notion qui a été élaborée par Donna Haraway dans les années 80, qui pour moi est une grande épistémologue, bien qu'elle c'est une primatologue, mais elle révolutionne à mon avis la question des épistémologiques, et elle construit cette idée d'empilement. Je trouve que véritablement ça correspond bien à notre histoire. En 2022, l'équipe donc Cliodifle avait construit cette petite infographie que vous voyez ici. Donc ça ne marche pas. Donc, ici, là, à gauche, et en fait, qui montre qu'il y a en fait, on n'a jamais quitté ces lieux. Ils se sont appelés de manière très différente. Et un jour, on a retrouvé toutes les archives. Et quand on a déménagé, on a fait en sorte que toutes ces archives soient sauvées d'une certaine manière, en partie numérisées. Et on a construit un musée pédagogique en Sorbonne où toutes les archives sont là. Donc, et qui reste encore des cartons énormes à dépouiller. Alors, empilement et aussi une sémantique historique. Daniel vient d'en parler. Pour moi, il y a vraiment une sémantique historique qui se met en place, qui permet qui déplace, qui substitue. Il y a une tension à chaque fois, mais à chaque fois, ça raconte une histoire. Et en fait, l'idée que s'il y a un champ narratif qui se met en place dès le début, ne serait-ce que la manière dont on appelle, non pas l'école, mais la manière dont on désigne ce qu'on fait, par exemple l'enseignement du français aux étrangers et aux colonisés dès 1883. Ensuite, on va avoir l'enseignement du français aux étrangers et dans la France d'outre-mer jusqu'en 1945, ce sera à l'école. Puis après, on va avoir le français et langue étrangère. Et puis, comme on vient de le voir, didactique, didactologie
didactologie des langues, didactologie du FLE. Toute cette sémantique historique, pour moi, elle nous parle, elle nous dit quelque chose, et elle constitue un fil discursif et narratif extrêmement intéressant qui nous dit aussi comment nous nous représentons dans cette discipline et comment cette discipline, cette institution voit les autres aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ces archives et pourquoi il y a un fil discursif et narratif passionnant? D'abord parce qu'il y a toujours une recherche constante dès le début. Quand Ferdinand Bruno crée cette école, il est doyen de la faculté des lettres et il s'installe en Sorbonne au carré de 6 rue Saint-Jacques. Ce n'est pas un hasard. Il y a une recherche constante de légitimité académique et universitaire. Il n'aura de cesse de faire en sorte que le diplôme qu'il va créer devienne une licence. Il faudra attendre en gros la fin l'après-guerre pour que ça arrive. On voit aussi un besoin, un fil discursif qu'on retrouve dans le rapport au bas, c'est le sérieux, la demande de sérieux, le besoin de formation, de certification et aussi, ce qu'on voit très bien, ce que tu nous as montré Daniel, il y a des personnes clés, il y a des noms. Ferdinand Bruno en 1920, il crée l'école. Pierre Fouché en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, on va voir, et qui crée la 3e année, donc qui permet de rendre l'équivalence avec une licence. Madame Marin, qui est marraine, qui va se battre pour le CAPES lettres mention étranger. Bernard Quéméda, qui arrive en 71 et qui permet de faire la jonction avec l'ancienne Université de Paris et la Sorbonne Paris 3. Et puis Louis Porchet en 83, lui et bien sûr aussi Robert Galisson. Mais en dehors de ça, il y a aussi un réseau social professionnel inédit qui se met en place dès le début avec l'amicale des anciens élèves et surtout les Maringouins en 1943. On va en parler tout à l'heure. Donc, ce que je voudrais montrer, c'est qu'on pour rendre compte de cette histoire, on a besoin d'une multiplication des récits et non pas un récit qui permettent justement d'avoir des situations, des points de vue extrêmement différenciés. Ça veut dire des archives publiques et des archives privées. Et ça, pour ça, c'est vrai que ça demande de s'intéresser aux archives dans notre domaine. C'est quelque chose, évidemment, mais que nous, grâce à Clidodif, nous avons pu formaliser. Alors le FLE, pourquoi est-ce que cette institution, pour moi, elle est quelque part le miroir du XXe siècle? Parce qu'elle a accompagné tous les grands mouvements. Comme Porchet avait bien dit, moi je l'appelle Porchet, c'est mon directeur de thèse, je lui dois vraiment beaucoup et il y a une grande affection toujours envers lui quand je parle de lui. Pour lui, c'était un chant de signes. Moi, je dirais que c'est encore plus, c'est un chant narratif sur soi et les autres. Et en fait, pourquoi? Parce que le XXe siècle, c'est vraiment le grand siècle de la déstabilisation politique internationale, des politiques internationales. Et du point de vue français, on va voir que la formation pour les professeurs de français langue étrangère ou pour les étrangers, pour l'enseignement aux étrangers, ça dépend de la période qu'on veut examiner. Elle est toujours faite de mouvements d'ouverture et de fermeture. C'est ce que tu nous as montré bien aussi. Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on ferme? Mais en même temps, il ne faut pas oublier que ça a accompagné les grands mouvements du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, la colonisation, la collaboration, le régime de Vichy, je vais y venir parce qu'on a beaucoup d'archives là-dessus, la décolonisation et aussi l'émancipation des femmes. Je vais en parler. C'est-à-dire que l'enseignement du français aux étrangers, il est vu dès le départ comme un projet politique, global, national et international. Ça veut dire qu'on a des formes d'historicité qui sont très contradictoires, une même langue française, peut-être même un même amour de la langue française, peut-être, ça c'est quelque chose qui peut-être sur lequel on pourrait discuter, mais au service d'idéologies et de politiques de domination ou d'émancipation extrêmement différentes, avec des politiques d'inclusion ou d'exclusion qui sont quand même très très marquées. On a aussi des acteurs variés, une communauté autour de l'enseignement du français. En gros, le FLE, pour moi, c'est une interface stratégique qui permet à la fois de voir qu'à la fois c'est un miroir des grands événements, mais c'est aussi un lieu d'agentivité, on va le voir, très fort, notamment pour les femmes, et qui va apparaître sous de nombreux avatars. Alors voilà la première archive que je vous propose. Ici, c'est l'annonce de l'inauguration de l'EPPFE par Ferdinand Bruno, Paul Appel, le recteur, et le ministre Nora. Ces trois-là, c'est important parce que c'est les trois qui vont qui vont œuvrer pour l'ouverture de la Cité internationale universitaire. Ce n'est pas un hasard.
C'est-à-dire qu'on est en 1920, et là, on nous dit une chose très intéressante. Alors, j'ai transcrit à chaque fois, et j'ai mis un peu en jaune ce qui pouvait paraître important pour nous. Ce qui est intéressant, c'est tout de suite la manière de Bruno, qui s'attache à démontrer que le recrutement des professeurs de français à l'étranger ne pouvait plus être abandonné au hasard, ni leur formation au caprice. Je vous rappelle que Bruno, depuis la fin du 19e siècle, il est très impliqué à l'Alliance française pour la formation des professeurs de français aux étrangers. C'est lui qui a créé en 1894 les cours d'été pour les Américains, pour les profs américains. Donc lui, c'est un objectif très fort. Il est doyen de la faculté des lettres de l'Université de Paris. Cette maison sera une maison ouverte, voilà ce qu'il dit. La première sans doute de ce genre que crée une faculté des lettres, ça c'est sûr, où seront admis, d'où qu'ils viennent, tous ceux qui se croiront capables de suivre les cours et d'en profiter. Nous nous sommes inquiétés des compétences, dit M. Bruno, et non pas des origines. Ça me paraît très important pour marquer, pour signer cette originalité de l'école qui, justement, va n'avoir de cesse de travailler sur cette relation à la tradition, mais en même temps, l'intégration et la grande ouverture. La deuxième archive, nous la voilà, c'est tous les registres que nous avons de la création de l'école. Et là, nous voyons effectivement une direction extrêmement prestigieuse. Et ce n'est pas un hasard. Bruno s'est vraiment entouré de personnalités qui enseignent tous à la faculté des lettres ou au lycée Louis-le-Grand. Et aussi, ce qui est très important, c'est de voir tout de suite, d'abord, c'est étonnant de voir à quel point immédiatement on a 60 élèves la première année. Donc on se demande par quelle propagande, parce qu'on appelle ça la propagande à l'époque. Donc là, il y a une force de frappe énorme, et on va le voir tout de suite après. Dès la deuxième année, on a aussi, et la plupart sont des étrangers. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir les tutelles, les donations, parce que tu as parlé tout à l'heure des finances. Ça sera le leitmotiv, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le leitmotiv essentiel, l'argent. Où trouver l'argent? Alors, le financeur principal, c'est le ministère des Affaires étrangères, et notamment la direction des œuvres françaises à l'étranger. On a une énorme correspondance entre les directeurs de l'école et la direction des œuvres françaises à l'étranger qui nous disent très clairement ce que ça signifie au niveau du ministère des Affaires étrangères et ce qu'ils veulent. On verra tout à l'heure que pendant la période de la collaboration, ça va jouer un rôle énorme. Alors, le PPFE, j'ai fait ici quand nous avons quitté nous avons pu faire une visite virtuelle. Donc, si vous allez sur le site, vous pourrez retrouver la visite virtuelle que nous avons faite le dernier jour de notre départ et qui est quand même étonnante parce que cette visite virtuelle, elle permet, il y a des archives qui sont, donc je vous invite à aller la visiter. Donc sur le site, on a une visite virtuelle de ce lieu-là. Donc c'est quand même une archive intéressante en elle-même aussi. Vous avez ici une archive aussi intéressante. Ici, on voit au troisième étage la bibliothèque. Pourquoi? Parce que dès le départ, on a une archive très intéressante de 1925, Léopold Sudre, qui est le secrétaire général, qui fait un bilan en 1925. Et voilà ce qu'il dit. Une bibliothèque presque unique en son genre, la voilà juste en dessous, car outre les livres de fond tels que dictionnaires, encyclopédies et revues d'enseignement, on les a toutes retrouvées, elle comprend des œuvres des meilleurs critiques, des romanciers, des poètes, des auteurs dramatiques du 19e et du 20e siècle. Elle possède déjà plus de 3000 volumes. Cette bibliothèque, nous l'avons, grâce à Eve-Marie Rolina Valasseur, nous avons pu en faire le détail, l'inventaire, et elle se trouve actuellement en partie au musée pédagogique et en partie dans les caves d'ici. Donc elle existe toujours. Mais là encore, énorme travail pour voir. Ce qui est très intéressant dans cette bibliothèque, c'est de voir le caractère contemporain de toutes les œuvres. C'est-à-dire que là, les élèves avaient accès à tout le théâtre contemporain, tout ce qui sortait, en gros, tous les romans, etc. C'était immédiatement introduit dans la bibliothèque. Et ça, je trouve ça intéressant. On va en reparler tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au niveau du programme, tradition, modernité, littérature, ça c'est sûr, phonétique, et immédiatement on introduit la phonétique. N'oublions pas que Bruno avait été aussi celui qui avait introduit l'abbé Rousselot donc à l'Alliance française pour les premiers cours de description et de phonétique pour les étrangers.
Donc c'est très en place. Le théâtre, la littérature, la culture générale, les arts contemporains, très important, l'histoire contemporaine. On verra tout à l'heure que pendant le gouvernement de Vichy, tout ça va être supprimé. Et des observations de classe sont prévues aux Alliances françaises et dans les lycées parisiens dès le début. L'école est précisément est fondée pour donner à l'enseignement français à l'étranger les méthodes et les doctrines dont il a manqué jusqu'ici pour éviter une dispersion du travail qui a singulièrement paralysé son efficacité. Son objectif, montrer les belles choses de la France, former des ambassadeurs de la culture et de l'esprit français. Bon, on n'a pas le temps de définir ce qu'est l'esprit français selon Bruno. Il ne faut pas faire trop de contresens sur cet esprit français vu du XXIe siècle, mais on n'a pas trop le temps d'en parler. Et assurer le bon renom international de l'école, qui est déjà assuré en 1921, puisque nous voyons effectivement que le premier diplôme, voilà ici le projet de diplôme, est un template du diplôme, le diplôme d'aptitude à l'enseignement du français à l'étranger de l'Université de Paris, qui est délivré dès 1921, et on nous dit en 1925 que l'école, en 1925, c'est-à-dire 4 ans après la 4e promotion, on a déjà décerné 173 diplômes, dont 75 des élèves français et 98 des élèves étrangers. J'ai la chance d'avoir deux étudiantes qui ont travaillé sur ces archives et fait des mémoires de recherche de master. Sarah Tison, qui est là, qui a fait le premier sur la période donc, de la collaboration, et Marie-Sol Blasque, l'année dernière, qui a fait son mémoire sur les 2 premières promotions. Nous voyons ici donc la première promotion avec 74 élèves qui viennent d'un peu partout, mais essentiellement quand même on a dès le début des accords avec l'Université de Columbia. Pourquoi? Parce qu'il y a une filière new-yorkaise qui est très importante dès le début. Il y a beaucoup d'échanges. D'ailleurs, on a beaucoup de photos de ces échanges-là. Et voilà ce que nous dit Léopold Sudre en 1925. L'école de préparation des professeurs de français à l'étranger est destinée à devenir dans un avenir peu éloigné, le séminaire des maîtres de l'enseignement primaire et secondaire du français dans le monde entier. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que ça attire beaucoup de monde. Voilà les 2 premières promotions. Donc la promotion 1921 et la promotion 21-22. On a toujours ces photos de classe, l'une généralement dans la cour de la Sorbonne, devant la chapelle, et puis dans les salles. Alors la salle M, la salle V qu'on connaît, que tout le monde un peu a connu ici. Voilà. Donc on les a, et vous voyez bien qu'ici, déjà, ce qu'on va remarquer immédiatement, c'est qu'évidemment, à l'EPPFE, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin, et de manière très claire. Et c'est pour ça que nous, chez Cliodif d'ailleurs, où le féminin l'emportait largement sur le féminin, sur le masculin, nous avons toujours parlé au féminin. Et d'ailleurs, les hommes présents étaient d'accord qu'il fallait transformer la règle de Gramsci. Nous indique la présence des étrangers dès le début, en majorité, hein, et surtout des femmes. Vous voyez ici la première proportion. On a toujours soit la moitié, en tout cas un quart de femmes en plus. Juste avant le Covid, nous avons réussi, avant que tout ferme, à faire dans la même salle, à faire une belle photo de la 3e promotion et de la promotion de 1920. Et là, si vous regardez mieux, c'est difficile à voir, mais en fait, les élèves sont essentiellement des femmes. Les encadrants ici sont essentiellement des hommes. On a Ferdinand Bruno qui est là, hein, ici, c'est lui à droite, là, en bas. Et puis, là, dans la version 2020, eh bien, les encadrantes sont là aussi, ce sont des femmes. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir que la mise en place du réseau, dès le départ, on a un réseau qui se met en place avec une association amicale qui prend l'engagement que chaque associé va transmettre à l'administration de l'école tous les renseignements nécessaires à son développement pour l'indication des postes vacants et des conditions d'existence dans chaque pays. Voilà le premier bilan en 1925, la 4e promotion qu'on voit ici. Et en fait, on voit là que on a une petite idée déjà de la circulation, puisqu'on nous rend compte de la manière dont il y a eu énormément de correspondance entre tous les élèves. Une fois qu'ils sont en place, ils continuent à s'écrire et continuent à écrire à l'école pour dire ce qu'ils font et où ils sont. Et là, on voit bien que ça circule beaucoup.
Et aussi l'idée qu'il y a une filière avec l'Office national des universités qui est Paris-New York, qui est très importante. Il y a une autre destination très importante aussi, c'est la Roumanie, on va le voir tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce que on s'est intéressé à cette communauté-là? Parce qu'en fait, dès le départ, cette communauté, elle se met en place de manière très solidaire, avec des manifestations et notamment les revues théâtrales de fin d'année. Là, on voit une belle archive très intéressante. Et aussi des bals. L'élection de la reine. Alors, on ne sait pas trop l'élection de la reine. Alors, attention, l'élection de la reine élue par des femmes, hein, principalement. Donc ça, c'est intéressant. Ce n'est pas élection de la reine élue par des hommes. Non, élection de la reine élue par des femmes, principalement. Alors, on ne sait pas à quel moment on élit la reine vraiment. Ce qu'on sait, c'est qu'on a une 8e promotion où on voit la reine, plusieurs fois. Et après, ça ne cessera. Hein. Ça va, cette élection de la reine, on la voit jusqu'au début des années 60. La première AG du réseau, est vraiment, elle a lieu dans la salle M, et elle est extraordinaire. On ne peut pas tout détailler parce qu'on a environ déjà une centaine d'adhérents. Et là, on n'a plus toutes les correspondances. D'abord, on a l'adresse de toutes les personnes donc, dans le monde. On a les postes. Et puis surtout, on voit comment ici, les gens circulent. Ce qui est très intéressant, c'est que on a 54 membres. On a l'adresse de tous les professeurs et de tous les reçus au diplôme. Et on voit surtout ici apparaître sur les 30 personnes qui ont correspondu régulièrement pendant l'année, en 1921, c'est-à-dire la première promotion, hein, on voit que en fait, les étrangers, aussi bien les garçons que les filles, ont tendance à rester plutôt en France ou à repartir dans leur pays d'origine. Mais pour les filles, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles restent pour continuer leurs études supérieures en France. Même chose pour les Françaises. Les Françaises, elles ont tendance à rester à Paris pour faire leurs études supérieures, mais sinon, on voit ici Roumanie, Pologne, Allemagne, et surtout Australie, Maroc, Angleterre. Je voudrais arriver à cette archive-là parce que c'est une archive qui a été envoyée par une ancienne élève, Gisèle Schleifer, en 1927. Elle est à Chisinau, qui est à l'époque, on la voit ici, hein, je l'ai encadrée, on la voit, qui est à l'époque donc en Roumanie. Et ce qui est intéressant, c'est en fait la manière de la dédicace. On a énormément de photos dédicacées en souvenir d'une ancienne élève à notre chère Madame Dufourc. Madame Dufourc, c'est la première secrétaire générale. La deuxième, ce sera Madame Marraine, qui sera. Et en fait, on voit ici, c'est intéressant, à chaque fois, c'est accompagné d'une lettre. Ce qu'on peut voir ici, on ne le voit pas peut-être très bien, c'est que Gisèle en question, elle a construit une petite classe avec tous les éléments de jeu pour les enfants. Donc, c'est une petite classe maternelle ici pour le... Alors, je passe parce que ça va être trop long. La 16e année du réseau, en 1937, c'est 900 membres. Et en fait, ça a un tel impact sur le programme de l'école que les directeurs, le directeur, à ce moment-là, c'est Chamard, décide d'intégrer, par exemple, des groupements internationaux, de faire des groupements internationaux au niveau de l'école. Donc, on a des groupements anglo-saxons, arabes, Europe orientale, on a des groupements. Et surtout, il introduit les conférences sur la civilisation des pays où les professeurs vont être envoyés. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va voir plus tard qu'il y a des élèves qui vont écrire. On a récupéré beaucoup d'archives privées parce que maintenant, les enfants de ces personnes-là nous écrivent et nous envoient leurs archives. Et donc, on a des lettres maintenant qui nous disent « Ah oui, ben moi, j'ai fait une conférence à telle époque sur le Danemark, par exemple. » Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1940, en 1939? Et ça, c'est important pour moi de le dire parce que c'est une école qui ne ferme pas. Donc là, ce qui est important, c'est de montrer que dans toutes les archives, on a toutes les archives, il y a un changement de ton. Dans le narratif, ça change complètement. Entre 1939 et juin 40, on a des témoignages de soutien d'élèves à la France en général, et on voit même des gens qui s'engagent, notamment dans la Légion, des étrangers qui s'engagent dans la Légion. À partir du moment où le Vichy s'installe, le gouvernement de Vichy s'installe, on a un changement de ton radical à partir de 1940.
Pourquoi? Parce que d'abord, c'est le recteur Carcopino qui vient donc gérer tout ça. Et surtout parce que là, on va voir à nouveau réapparaître quelque chose qu'on va voir plus tard. Et depuis le début, c'est l'argent. Qui nous finance? Et évidemment, là, le financement, on va voir que les financements, l'école n'a de cesse de demander des financements. Et à chaque fois, on va lui répondre, OK, on va vous donner les financements, mais voilà. Voilà telle loi, voilà telle loi. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver très rapidement avec par exemple, la suspension. Alors, on suspend les cours entre novembre 40 et janvier 41. C'est la mise en place du gouvernement de Vichy. Pendant ce temps-là, on a déjà supprimé. Le recteur a demandé la suppression de toutes les conférences sur les civilisations étrangères. Il a demandé la suppression de l'enseignement de l'histoire contemporaine. Et donc, on voit, comment on le sait? Parce qu'on a toutes les lettres de remerciement des directeurs qui licencient les profs qui sont chargés de ces enseignements. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est la loi de Vichy d'échéance des Juifs. Voilà ce que reçoit le directeur de l'école. Je reçois de monsieur le doyen de la lettre suivante. Le journal officiel du 18 octobre 40 a publié une loi qui stipule en son article 2 que sont interdits aux Juifs l'accès et l'exercice de la fonction publique et mandats énumérés ci-après, qui nous concernent, membres des corps enseignants. Il est regardé comme juif toute personne issue de 3 grands-parents juifs et de 2 grands-parents de la même race si son conjoint lui-même est juif. Vous voyez la perversité déjà de l'élaboration. En même temps, donc je vous prie, et ça sera quelque chose d'important, je vous prie de procéder à la même enquête auprès de tout le personnel placé sur votre autorité et de m'en rendre compte d'extrême urgence, de me faire savoir dans les plus brefs délais possibles qui est juif et qui ne l'est pas. Donc, les historiens de la collaboration ont très bien montré, notamment Laurent Joly, comment s'exerçait cette pression sur l'administration. En fait, le directeur Chamard va écrire à tous ses enseignants, les 23 qui restent, en leur demandant s'ils sont juifs ou pas, en leur envoyant cette missive. Et voilà la réponse, négatif, voilà, et positif. Positif, donc ici, on les a. On verra après dans la liste des déportés que figurent ces gens-là. Mais aussi, il y a la loi du 15 décembre 40 du 17 juillet 40 sur l'interdiction aux étrangers d'exercer dans le service public. Donc là aussi, on va remercier toutes les personnes. Donc le directeur va être sommé de remercier toutes les personnes. On a les lettres, hein, donc qui tombent sous le coup de cette loi. On a le premier rapport alors, en 1941. Pourquoi j'insiste tellement sur ça? Parce qu'il faut vraiment, c'est important que quand on est une institution, c'est pour ça que je ne parlais pas d'héritage, mais plutôt d'empilement, il est important de connaître cette histoire-là. Pourquoi? Parce que là, on voit très clairement que quand on enseigne le français aux étrangers, la question de l'autre, comment on voit l'autre est fondamentale. Et notamment ici, quand ça se referme, quand tout se referme, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a le premier rapport Chamard en 1941 qui est assez édifiant, je dois dire, avec des glaçants, puisque voilà ce qu'il dit. Étant donné les circonstances, nous avons dû nous séparer de, et voilà la liste des gens dont il s'est séparé. Monsieur Schramek, étranger, tchèque. Monsieur Roger Lévit, israélite. Monsieur Raphaël, israélite. Monsieur Arvan Mvel, israélite. Pour ce dernier, il a fait des pieds et des mains pour qu'il ne soit pas révoqué, mais la loi apparaît comme une loi d'airain. Et ce qui est très intéressant, c'est que le cri d'alarme qui est poussé à l'époque, c'est un cri d'alarme financier. Et ce que dit Chamard, nous avons quand même, vous voyez, la question du narratif change complètement. Nous avons formé plus de 1500 professeurs de français étrangers munis du diplôme de l'ECOM. Ils n'ont pas seulement reçu des disciplines pédagogiques qui font d'eux d'excellents maîtres de langue et de littérature, mais encore ont emporté de leur séjour parmi nous un tel amour de notre pays qu'ils sont à travers le monde les meilleurs ambassadeurs de la vraie France. Et c'est là où le narratif a complètement changé. Nous ne pouvons pas, l'Université de Paris ne pourrait être victime d'événements malheureux. Mais la contrepartie, c'est les Maringouins. Donc là c'est les archives privées d'Ilse Hempel. La fille d'Ilse, Marion Limschuk, m'a écrit en 2022, puisque sa mère, donc c'est une dame de 70 ans qui nous écrit sur sa maman qui à l'époque a 19 ans. Elle a emmené, quand Ilse est partie de France, elle a emmené toutes ses archives aux États-Unis.
Donc sa fille a récupéré toutes les archives que j'ai pu consulter à New York. Toutes les archives, on l'a appelé le fonds Ilse, privé, mais j'ai pu photographier un certain nombre de choses. Sa fille m'a autorisé à photographier. Vous la voyez, Ilse, là, donc encadrée. C'est elle qui participe à la fondation des Maringouins. Les Maringouins, c'est cette association complètement loufoque, mais complètement loufoque, puisque vous le voyez, leur représentation, c'est un moustique. Et il s'appelle un moustique plaphonique. Et tout est écrit en phonétique, parce que ça, c'est leur code. Donc là, je vois, ce sont ces cahiers, hein, ce sont ces cahiers privés. Il y en a une vingtaine, ce sont très belles archives. Et grâce à ces maringouins, on peut dire que quelque part, il y a quelque chose qui résiste. Et nous les voyons ici, les maringouins, le fond Ilse, on voit toujours Ilse là. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un maringouin? C'est un type qui goûte par terre. On est en 1943. Vous voyez, là. Et nous sommes tous des professeurs de français à l'étranger. 19 juin 1943, ils sont à la fenêtre du 46, là, et ils sont photographiés. On voit Ilse en premier plan. Et donc, et pourquoi aussi c'est complètement loufoque? Parce qu'en 1943, un truc incroyable, ils font une revue qui s'appelle Les Sauvages, et ils sont à moitié à poil. Là, on les voit, vous ne les voyez pas trop bien, mais en fait, les maringouins, ils sont là. Ils ont fait la revue théâtrale et ils sont à moitié à poil dans la cour de la Sorbonne, hein, avec tous les gens en chapeau, autour. Voilà. Et donc là, on se dit, bon, il s'est passé quelque chose avec ces maringouins. Et d'ailleurs, il y a un narratif qui se crée. Dès 1945, les maringouins chamaresques rendent hommage aux maringouins plaphoniques. Et on voit ici Ilse. Et vous voyez le moustique en haut, là? Eh ben, le moustique, c'est ça. Il plafonne comme ça. Et derrière, généralement, il y avait Pétain. Donc, en fait, je n'ai pas pu voir, mais il y a une belle photo où on voit Pétain avec le moustique devant. On s'est longtemps demandé ce que ça voulait dire. Ilse était l'illustratrice. Donc, c'est elle qui a... C'est pour ça que dans tous ces cahiers, il y a le maringouin partout. Voilà. Bon, la faillite morale, c'est quand même décembre 44. On a toute la liste des déportés. Et grâce au travail de Sarah, on sait maintenant qu'il y en a eu beaucoup plus. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'abord de savoir mieux ce qui s'est passé pour eux, puisque en fait, dès 1941, le ministre, recteur est devenu ministre Carcopino, demande au directeur de l'école tous les noms des étudiants juifs. Donc là, on n'a pas la réponse, mais on a cette liste assez glaçante qu'on a trouvée, hein, comme ça, dans les archives. Et nous, notre projet, c'est quand même de faire poser une plaque pour ces gens-là. Je n'ai pas le temps d'aller loin. Je voudrais terminer sur une note positive. C'est que dès 1900, on a toujours eu cette tradition des bals, des festivals. Et là, on a de très belles archives. Là, on est en 1950. Et en fait, c'est donc la fin de l'année. Et on a j'ai trouvé cette photo magnifique parce que l'étudiant en question, l'élève, il nous regarde. Et on a la fille d'Eren Loupou qui nous a contactés, qui est danoise, et sa maman a été élève en 46-47, c'est ça, 46-47. Et voilà ce qu'elle nous a écrit sur ce que sa maman a écrit. Elle l'a écrit en danois, mais ça a été traduit. J'ai là passé une année merveilleuse, la meilleure de mes 5 années d'études. Il y avait des étudiants étrangers et français. Les étrangers formaient une sorte de classe d'essai expérimentale que nous, les Français, devions nous entraîner à enseigner. Nous suivions des cours de littérature moderne et d'histoire de théâtre et devions faire des conférences pour nos camarades. Nous avons aussi suivi des cours d'histoire et de géographie. Et en géographie, j'ai fait une conférence sur le Danemark. On travaillait ensemble dans des groupes avec beaucoup de solidarité. J'ai été élue comme la seule fille dans le conseil des étudiants et je me suis initiée à des problèmes qu'avaient les femmes étudiantes. Elle écrit ça donc alors qu'elle était élève en 1946. Voilà, donc je vous remercie. J'espère que vous avez montré que la richesse de cette communauté, elle repose non pas seulement sur cette institution qui a été bien griffée, qui a les griffures du temps, donc il faut reconnaître, je pense qu'il faut les montrer, mais par cette énorme richesse que constituent les professeurs de français dans le monde. Et on voit bien que ça continue en fait. On va ouvrir la session des questions et on va faire passer un micro dans la salle.
Un, Il deux. n'y a pas de question. Celui-là. Il est écrasé. Enrica Galazzi, Université catholique de Milan. Pardon. Je voulais signaler que ce bouillonnement de la réflexion et de la recherche autour de la didactique du FLE dans les années 80, vers la fin des années 80, a eu un impact sur le développement de la didactique du FLE en Italie, notamment par le colloque de Bagni di Lucca en 1987, qui avait le titre suivant, je crois, « Quelle formation pour les enseignants de FLE pour les enseignants de français langue étrangère ». Et donc, ça a été un moment très fort pour la recherche et pour le développement en Italie. Et à Valérie, je voulais dire que moi, j'ai été élève, oui, comme tu sais, de l'IPFE. Je suis une survivante. Mais à l'époque, je suis arrivée après quand même, il n'y avait plus de balles, il n'y avait plus de rien du tout. On était très sérieux. En 1974, la linguistique avait un développement extraordinaire, elle avait réponse à tout, mais on était très, très sérieux. Donc, point de balles, point de famille, rien du tout. Alors, Merci pour oui, vos communications. je veux quand même rajouter une chose, c'est que quand même les élèves se plaignent beaucoup, notamment quand le CAPES de lettres mention étranger est créé, donc dure quelques années, et les élèves se plaignent à l'école que c'est trop lourd, il y a trop de choses, il y a un programme extrêmement lourd, donc effectivement, mais oui, effectivement, je sais qu'il y a eu un moment donné où ça s'est refermé, les balles, les fêtes. Mais cependant, quand même, l'ambiance, moi je suis arrivée en 88 pour ma maîtrise FLE au département, et moi je me suis toujours demandé d'où venait cette ambiance de famille. Et moi, je comprends maintenant. Ouais. Bonjour, merci pour vos deux communications. Wafahmi, c'est de l'Université de Tunis. En fait, en prolongation et pour un ancrage dans notre ère, j'aimerais bien savoir vos avis sur l'intervention de l'IA actuellement et l'impact qu'elle a sur l'enseignement-apprentissage du français et surtout en relation avec le nouveau statut du professeur. Merci. Non, mais c'est clair qu'il y a un impact énorme. Bon, aussi bien pour les cursus d'apprentissage que pour les cursus de formation. Hein. Donc, mais je pense que c'est vraiment aux doctorants, doctorantes d'aujourd'hui de s'intéresser à ça et de suivre les opérations. Mais l'impact, il est clair. Ce qui est certain, c'est que la diversification, la spécialisation et la diversification, ça continue. Mais en même temps, il y a quand même, il y a deux communautés, il faut quand même le reconnaître. Il y a une communauté enseignante qui, elle, est quand même contrainte par des contextes politiques aussi quand même. Je pense que et des contextes globaux qui sont, enfin, je veux dire, le fait que le français, on n'est plus dans la grande vague de l'enseignement du français. Il y a des concurrences énormes dans les formations. Et puis du côté de la recherche, il y a aussi énormément de concurrence parce que là aussi, on est dans une vague un petit peu, même si ça s'est beaucoup diversifié et différencié, il n'y a pas trop de débouchés. Donc, on est quand même, c'est quand même une situation à la fois extrêmement ouverte, mais qui se resserre sur le plan social et politique de manière énorme. En même temps, il faut estimer qu'il y a probablement actuellement un effet bulle des réflexions et des interrogations sur l'IA, et que la bulle, à un certain moment, elle va éclater, et puis on pourra décanter quand même un petit peu plus. Pour l'instant, c'est surgonflé, y compris, j'imagine, ça va l'être dans un certain nombre de formations, de même qu'il y a d'autres sujets qui montent, hein, tout ce qui concerne l'émotion, tout ce qui concerne la relation avec les arts dans les apprentissages,
à mon avis, ça fait partie des questions qui sont lisibles dans les évolutions des formations. Hein, si on épluchait de très près ce qui se passe au niveau du répertoire des formations actuelles, je crois qu'on verrait ces différentes bulles exister, quoi. S'il n'y a pas de questions, j'en ai une. Alors, c'est sans doute une question un peu compliquée pour la traiter rapidement, mais c'est sur la relation entre les cursus universitaires de FLE et les centres universitaires de langue. Daniel, tu as parlé notamment de la titularisation, voilà, des enseignants, et tu as cité Chantal Forestal, qui était ma collègue à Aix d'ailleurs. Et c'est vrai que coexistent souvent dans les universités des centres universitaires de FLE, où on enseigne le FLE, et des départements de FLE où on forme les professeurs. Est-ce que vous avez réfléchi un peu au lien entre ces deux entités? Est-ce que voilà, dans les universités que vous connaissez, il y a des liens d'alimentation mutuelle? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Bon, c'est clair que dans la situation dont Porcher fait état là, au début du rapport, c'est un point important, hein, le fait que, au titre des éléments de diversité, il y a cette diversité de statut de ces centres, ces diversités concernant les personnels. Et le rapport propose qu'il y ait une intégration plus forte, c'est-à-dire que véritablement, il y ait non pas une fusion, mais en tout cas que les centres universitaires d'enseignement du FLE soient beaucoup plus intégrés à l'ensemble universitaire. Et hier, dans une autre circonstance, je parlais avec Carlos Tabernaro, qui a été directeur du CLA, et qui insistait, lui, sur le fait que le Centre de linguistique appliquée de Besançon, il revendique en quelque sorte une forme d'autonomie par rapport à ce que serait une dépendance, hein, du côté de l'intégration à l'université. Donc c'est une question qui reste tout à fait à l'ordre du jour, hein, dans bien des lieux. Je crois que c'est une question, même pour nous, hein, qui est essentielle et qui n'est pas facile à régler, parce que nous, pour le coup, on a vraiment un héritage, et qui est d'ailleurs dont on a parlé. Et c'est vrai qu'il y a aussi un problème de statut des professeurs. C'est vrai que quand on a des centres où le statut de Prague ou de chargé de cours, alors qu'évidemment, dans les centres universitaires, ce sont des maîtres de conférences ou des profs, là, ça crée quand même, quoi qu'on en dise, ça crée quand même une certaine fracture. Et en tout cas, il y a enfin, là, on le voit bien, sur le plan social, c'est assez difficile à gérer, actuellement en tout cas. Parce que... Après, sur le plan des pratiques même, je pense que nous, ici, au département, je pense qu'on est un peu je sais pas, une sorte de parangon peut-être, je sais pas, en tout cas, où il y a eu tellement de phases différentes entre ces deux entités. Encore actuellement, je trouve que c'est encore en train d'évoluer. Donc il faudrait, c'est de la micro-histoire, il faudrait vraiment à chaque fois, c'est moins d'une décennie, hein, les changements. C'est moins d'une décennie, c'est tous les 4-5 ans, parce qu'on est soumis aussi à des contraintes des budgétaires qui sont énormes. Énormes. Merci à vous deux de vos interventions, Heidi et Silva. Donc, en vous écoutant, c'est stimulant aussi. Je viens du Mexique et je suis étudiante de la Sorbonne Nouvelle, mais en littérature. Et cela m'a fait penser à tous ces liens justement entre littérature et enseignement des langues, bien sûr, et à l'histoire de l'enseignement du français et de la formation des professeurs de français au Mexique. Puisque dans ma faculté, par exemple, le programme d'enseignement, de formation de professeurs de français, à l'époque où j'ai commencé à étudier, il a été formulé en 1974, donc avant même la naissance des filières FLE ici. Et la faculté formait déjà des professeurs à partir de 1924, et le français était enseigné dans les lycées
dès la fin du 19e siècle. Je sais qu'au moins en 1862, il y avait déjà des cours de français dans les écoles publiques mexicaines. Donc c'est un objet extrêmement complexe qui reste encore à explorer. Et j'aurais envie de discuter bien le plus longtemps, mais on a peu de temps. Donc une question bien concrète, est-ce que dans ces archives dont tu as parlé, Valérie, il existe des éléments sur 2 points qui, moi, m'intéressent? C'est justement cet enseignement, cette formation des enseignants à l'étranger, puisque c'est un point de vue nécessairement différent. On n'allait pas parler au Mexique du français aux colonisés. Et donc, est-ce qu'il existe des éléments sur l'enseignement à l'étranger? Et est-ce qu'il existe éventuellement des éléments sur l'enseignement par le jeu, puisque tu as parlé de bal, tu as parlé de théâtre, etc. Mais est-ce que vous avez passé des traces d'éléments sur le jeu que j'ai moi-même cherché un peu ailleurs et ils sont très difficiles à trouver. Les seuls que j'ai trouvés, c'est vers les années 60. Donc, qu'est-ce que vous pourriez m'en dire? Merci beaucoup, Haïté. Alors oui, mais de toute façon, la réponse... Alors les archives, d'abord, celles qui sont numérisées, c'est plus de 5000 vues. Hein. Donc, et puis tout le reste, c'est encore à explorer. Donc c'est énorme, c'est énorme. Donc là, je dois dire que nous, c'est pour ça qu'on a besoin d'argent aussi, qu'on a besoin de mains, de gens qui viennent travailler avec nous. Alors ce qu'on sait quand même, c'est que grâce au réseau des anciens élèves, on sait, parce qu'on sait où se trouvent les gens, ça reste encore à faire cette cartographie hein, des anciens élèves, parce qu'on a les bulletins de 1922, les derniers qu'on a, je crois que c'est la fin des années 50. Donc on a, et en fait, bien sûr que le Mexique est très présent. L'Amérique du Sud est très présente. Les Amériques en général, hein, c'est très présent. Donc vraiment. Donc là, mais ça reste à explorer. Je veux dire, parce que une seule personne ne peut pas avoir lu toutes les archives. C'est pas possible. Quant au jeu, nous, on en a trouvé, évidemment. Alors là, par exemple, l'archive qu'on a montrée, on voit bien qu'il y a une salle de jeu. Après, ce qui est certain, c'est qu'on a... Le jeu, ça apparaît pas comme ça apparaît plutôt sur la manière, les arts, par exemple la musique, le piano qui était au 46 rue Saint-Jacques, il était initialement là parce qu'on jouait de la musique, par exemple. Hein. Mais voilà, c'est tout. Après, là encore une fois, ça reste à explorer. Et sans doute, peut-être que vous avez des archives. Alors, venez vers nous. Allez avec vos archives et venez vers nous. Parce que nous, on est à la recherche, justement, de toutes ces archives, privées et publiques. Les archives privées permettent de compléter vraiment hein, les points de vue, et les archives publiques nous apportent des éléments il y a plein de trous. Et le risque qu'on a, c'est de boucher les trous avec ce qu'on croit. Mais en fait, non, il faut pas boucher les trous, il faut accepter qu'il y a des trous. Mais par contre, on continue la recherche, oui, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Je suis désolée pour les dernières questions, mais on va avoir un temps d'échange maintenant avec la pause café. Donc, on peut remercier Valérie Speth et Daniel Coste. Pour leur présentation absolument passionnante et qui font une très bonne introduction au colloque. Alors juste, petit rappel, donc maintenant vous avez la pause café, session poster. La session poster est sur la droite, pensez à aller voir les posters. 11h30 commencent les sessions parallèles. Si vous présentez, merci de venir quelques minutes avant hein, pour bien tester votre présentation sur le diaporama. On se retrouve à 14h30 dans cette salle pour l'événement ASDIF. Voilà, à tout à l'heure.